je vais essayer un petit peu de vous réveiller ce soir, parce que là, vous avez été incroyable. Depuis 9 heures, vous écoutez des gens qui disent des choses intéressantes. Et alors, mon cher Lhermitte, qui m'a quand même cassé la baraque cette semaine, il a quand même expliqué que 50% des entreprises étrangères vont tout arrêter. Puis tout de suite, la presse moutonneuse française, très très vite, a expliqué que c'était la fin du monde. Donc je vais expliquer, je n'ai pas encore le récit dont tu me demandais de parler, mais j'ai quand même essayé de challenger ces idées qui sont presque maintenant des idées préconçues au bout de quelques jours. Alors pour cela, comme toujours, j'ai quelques slides. Et oui, mon cher Olivier, on passera une petite vingtaine de minutes, mais rassure-toi, j'en suis que à 30, plutôt que les classiques 100-120 pages. Alors, l'activité de la France, c'est le slide qui est là. Je crois qu'il faut que j'appuie sur ce bouton. Résiste, et je crois qu'elle résistera longtemps encore, sinon toujours. Bon, le setup par EY, mais comme je l'aime beaucoup, puisqu'il va continuer à dire au mois de mai cette année, n'est-ce pas, mon cher Marc, que la France va garder la position numéro 1, on va rester copains les uns les autres. Alors clairement, la perception d'instabilité a freiné certains investissements. Vous avez là une litanie, comme cet investissement de Lilium. On se dit, ah, vous voyez bien, sur les 56 investissements, 15 milliards du 13 mai, il y en a bien un qui part. Bah oui, l'État de Bavière a décidé de ne pas supporter ce projet qui était un projet un petit peu challenging, et on l'a perdu, ou on est en train de le perdre. Vous avez aussi de vrais secteurs qui sont en difficulté. Dans nos investissements, je ne sais pas si ma chère Marie-Cécile Tardieu est là, ou ma chère Audrey Massol, mais on a Eco, on a dans la chimie, l'agroalimentaire, des projets qui sortent au-delà de ce que vous avez lu sur Arcelor ou sur Michelin. Clairement, notre champ concurrentiel, et c'était le propos ce matin de Reda de chez Pfizer, n'est pas beaucoup plus fort au global aujourd'hui que sur les années passées. C'est plus 40 milliards d'impôts aux États-Unis, en Angleterre. C'est 250 dossiers de resident non-domicile en termes de taxes qui passent de Londres à Milan. Laissez-moi vous dire que je trouve toujours inadmissible dans une Europe qui se voudrait être unie qu'on accepte d'avoir un discount fiscal de cette nature là, à quelques kilomètres de nos portes. Vous connaissez la situation en Allemagne, -2, -1 de croissance du PIB en 24. On est quand même resté à 1%. Et puis, l'Italie, quels que soient les bons résultats, et l'atlantisme retrouvé de Mme Mélanie, a quand même une probabilité et quelques challenges. Donc, quand on se réveille et qu'on a un investisseur étranger, qu'on est dans une boardroom ou dans un conseil d'administration, on a un choix tout relatif. Et là-dessus, les franchises, ils vous amènent quand même 1 point, 1,5 point de croissance, pas très loin de la moyenne européenne, mais clairement en décalage avec les US. Alors, vous avez eu tellement la même litanie toute la journée que je ne vais pas essayer de vous la répéter. Mais oui, c'est la slide dont parlait notre député Rodwell ce matin. Clairement, moi-même, j'en ai été étonné, et c'est un peu le rapport Draghi qui me l'a montré. C'est sur une base 100 en 2000, quand on regarde la croissance du PIB, il y a un delta de 83% entre les États-Unis et la France. C'était une vraie grosse différence. Et donc, en termes de masse, on était à 14,2, 14,8, et là, ils ont 9 000 milliards de PIB supplémentaires, qui est extrêmement important. Donc on a fait quelque chose qui n'était pas parfaitement correct. On a fait l'équation au carré dont le président a parlé au Collège de France avec M. Draghi, c'est-à-dire qu'on n'a pas extrait la productivité, donc pas eu de croissance, et on a maintenu, voire étendu un peu plus, notre État-providence. Une slide que j'aimerais vous partager, parce que j'ai deux jeunes économistes que vous connaissez peut-être, Johan Kotelem et Olivier Coste, qui me challenge depuis des mois pour m'expliquer que ce qu'ils font est intéressant et qui montrent cela. Regardez, ça c'est la R&D américaine qui est portée par les géants de la tech. Et ce qu'il faut, c'est regarder dans le détail. C'est se rendre compte qu'il y a les sociétés qui sont celles de la deuxième révolution industrielle, et puis à celles que j'ai eu le privilège de gérer dès 2000 avec Apple, qui appartient à la tech. Et là, que voyez-vous? Vous voyez qu'en fait, sur la R&D, en termes des US Leading Investors, en termes de recherche-développement, la plupart sont venus de la tech. Regardez le chiffre important de 3005 chez Alphabet ou 3 milliards chez Meta. Et surtout, regardez en orange l'année où ils ont été créés.
Et vous voyez que finalement, sur ce top 10 ou 12 ou 13, 2 tiers ont été créés depuis 70. Rien que vous ne sachiez, mais quand on compare cela avec les leading investors en R&D en Europe, on est clairement plutôt sur la deuxième révolution industrielle. On a peut-être SAP, quelque part Nokia, Ericsson, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus brillant, et surtout ASML, qui tiennent un petit peu la barre. Et ça explique fondamentalement ces merveilleuses 3 pages du rapport Draghi que j'invite à lire, les 3 premières, parce qu'elles racontent notre histoire au global. Donc clairement, il manque à l'Europe cette puissance de frappe qui est celle des GAFAM en matière de recherche et développement. Même si on a démontré aussi qu'à un moment donné, il y a une sorte de saturation, un effet, une sorte d'asymptote. Quand vous avez trop de R&D en termes de milliards, vous n'arriverez plus à ce que l'intérêt marginal du prochain dollar investi se traduise concrètement en produits et services. Alors une fois qu'on a dit ça, on a en plus notre arbitrème. Je vais reprendre ce qu'a dit notre ministre ce matin. On l'a pratiqué 4 ans, on le connaît. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Madame Sylvie Matelli de l'Institut de l'Or en disant « Il est à la fois imprévisible et transactionnel, so I will do a deal ». Il est clair que la volonté, ou ce qu'on a appris en 2017, c'est la volonté de créer une réduction d'impôts et ce qui veut dire pour nous tous qui sommes de gentils sociaux-démocrates en Europe et particulièrement en France, c'est-à-dire encore une pauvreté qui sera encore plus forte et plus marquée, une diminution des contraintes réglementaires. J'ai quand même hâte de savoir ce que M. Musk va faire. La promesse est intéressante. En l'occurrence, je serai comme saint Thomas, j'attendrai de voir. Et la relance de production d'énergie fossile, qui n'est pas une bonne nouvelle fondamentalement pour nous et les générations d'après. Avec aussi ces tarifs douaniers dont on reviendra d'ailleurs dessus. Parce que là, j'ai le sentiment, du moins le sentiment qu'on partage avec les gens un petit peu informés, c'est que ça peut avoir un impact récessif global. On sait depuis très longtemps que quand on ferme les frontières et on augmente les tarifs douaniers à 10%, il y a une sorte d'élasticité sur la demande et l'offre. Alors, le nouveau venu, M. Scott Bessent, déjà, dans la logique transactionnelle, parlait d'une logique d'armes de négociation, et je crois que c'est ce à quoi on va être heurté. Donc on a beaucoup de unknown, pour reprendre ce franglais, mais l'un dans l'autre, quand on regarde les chiffres, et qu'on retourne derrière ces quelques années passées, il faut bien se rendre compte qu'on a une telle densité d'investissements croisés entre nos 2 continents et la France et les États-Unis, que c'est en fait un facteur de stabilité. Donc tout ne va pas s'écrouler. Un investissement américain conséquent, ils sont régulièrement le premier ou le second plus gros investisseur, avec 485 000 emplois. Et puis nous, on a 741 000 emplois aux États-Unis avec 360 milliards d'investissements. On investit plus chez eux qu'ils ne le font chez nous. C'est pour ça qu'il faut continuer, vous tous, à aller vers vos headquarters, sièges, et beg intelligemment avec nos atouts pour avoir plus d'investissements. Le lien transatlantique est solide, car post-Lehman Brothers, on se rend compte quand même qu'il n'a pas cessé de croître. Le commerce bilatéral entre les États-Unis et la France a pris plus 27%. Et je ne comprends pas très bien pourquoi, quelles que soient les crises d'instabilité ou le bruit actuel, on puisse avoir une baisse dramatique de cela. On n'est pas quand même dans la logique du Covid. Et puis je vous rappelle qu'au moins en matière d'investissement, même si on s'appauvrit, en termes de PIB par habitant, l'Europe reste un marché incontournable. Les 15% d'épargne qui sont les vôtres, la mienne, nous permettent de ne pas avoir un rating trop affreux chez Moody's et autres. Et puis ce marché quand même continue de croître et de consommer. Et quand vous êtes dans cette fameuse boarding room américaine, vous ne pouvez pas négliger cela. C'est tough aujourd'hui d'aller en Chine. C'est difficile d'accéder au marché asiatique qui est extrêmement fragmenté. Et au global, the good old Europe reste l'endroit où on doit continuer à faire des affaires. Et tout ça, ça nous revient quand même au souci qui a été cristallisé par notre cher Draghi, auquel sans doute nombre d'entre vous avez apporté votre contribution, c'est qu'on a une claire baisse de l'investissement en Europe. Ce n'est pas nouveau.
quelle que soit votre opinion sur mon président, votre président, il est juste remarquable. Il l'a dit, il l'a fait. Il a expliqué avant tout le monde qu'il fallait qu'on réinvestisse et il a eu les guts, pour reprendre un terme que je ne devrais pas utiliser, de mettre 54 milliards sur le plan 2030. La césure post-Covid est très nette. On a eu une baisse relative ou un inceptable sur cette croissance de l'investissement en Europe et on le sent aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il dit Draghi? Il dit tout ce que vous avez lu les uns les autres, mais il dit fondamentalement, et je vais tout de suite passer à la prochaine slide, il dit ce que, une fois encore très bien dit, notre président a expliqué, c'est ce problème du carré. On doit croître malgré le vieillissement de notre population, on doit protéger notre demande intérieure, et donc il y aura quelques barrières d'entrée. D'ailleurs, j'ai une slide que je ne vous montre pas, qui montre qu'en matière de barrières, les Français sont plutôt assez forts. On doit investir, enfin libérer cette épargne pour investir, on doit réglementer moins, et peut-être que Trump ne changera rien, mais fondamentalement l'effet ciseau, c'est pas de croissance, une population qui vieillit, pas d'extraction de productivité, et un État-providence qui coûte cher, un peu plus cher chaque jour. Donc, une fois qu'on a défini ce panorama qui est à la fois challenging, mais quand vous et moi avons vécu l'idée de faire des pitchs sur l'attractivité et de vendre des sièges sociaux après les gilets jaunes, la réforme des pensions et la SNCF, c'est pas pire aujourd'hui. On doit garder cet acquis. Je suis assez confiant sur le fait qu'on va encore cette année pouvoir être dans ce lead important et je m'intéresse un petit peu au marketing de notre pays, à la marque Choose France et à ce qu'on fait. Et avec les équipes de Business France, Marie-Cécile et autres, on est assez confiant sur le fait qu'on pourra maintenir cela. Les prochains du gouvernement, prochains combats du gouvernement ou les combats actuels sont clairs. Je crois que M. Hetzel a dit, notre ministre, qu'on ne challengerait pas le CIR. Et je dois vous avouer qu'il y a sans doute un vrai effet d'aubaine pour des grandes entreprises françaises qui ont aujourd'hui des bilans d'une très belle qualité. Donc on peut peut-être gratter un peu d'argent là-dessus. On a quand même compris que sur l'impôt de production, on n'irait pas chercher ces 1 ou 2% qu'il restait à chercher à la belle époque, mais qu'on ne reviendrait pas en arrière. Le prix de l'énergie est sans doute à 2 ou 3 fois supérieur à celui des États-Unis, mais il reste compétitif et il reste extrêmement compétitif en Europe. Le coût du travail n'a pas vraiment augmenté, puisqu'en fait, on a un phénomène d'appauvrissement incontestable. On sait aussi qu'on ne remettra pas en cause les crédits qui ont été aujourd'hui déployés sur le plan 2030. Et dans l'agence que, jusqu'à hier, j'avais le privilège de présider, on supporte et on va chercher un revenu en amenant ces sociétés qui ont bénéficié de 2030 à l'étranger. Et puis, la loi sur l'artificialisation naturelle des sols montre que finalement, à la différence d'autres pays, nos concurrents, on a encore pas mal d'espace, surtout si on ne l'applique pas de manière un petit peu trop rigide. Je ne vais pas revenir sur les atouts structurels qui ont été dits et redits aujourd'hui, de manière sans doute plus intéressante que je ne ferai jamais, mais rappelez-vous toujours qu'on a une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, une capacité d'innovation qui est révélée par le nombre de brevets et pas simplement ceux de notre industrie automobile, des infrastructures qui fait que quand Rockwool veut venir en France, il vient chez nous parce qu'il a un coût d'électricité finalement compétitif, parce qu'il bouge du volumique à faible valeur et que pour cela, il a besoin d'une infrastructure forte et que c'est sans doute la meilleure base que de venir chez nous pour pouvoir se déployer sur le reste de l'Europe. Un environnement juridique qui reste celui du Code Napoléon, mais quand même un environnement stable et un vrai atout et un vrai état de droit, nous qui avons, notamment sur l'arbitrage international, pris un vrai leadership. La réindustrialisation, elle se poursuit, et je laisse le soin à ma ministre, qui a été une brillante ministre de l'Industrie, vous en reparlez, mais elle se poursuit à un rythme plus lent. On a un peu plus, on a toujours un bon niveau d'ouverture, un peu plus faible, et on a le même niveau, et sans doute il sera amené à croître de fermeture ou de résolution significative. Mais à la fin de la journée, si je puis dire, on est sur un solde positif par rapport à ce qu'on a connu en 15, 16, 17, 18, sur les premières années. On doit consolider notre position sur l'IA. La bataille de l'IA sur l'LM est difficile. On a un champion. Donc ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le RAG, le middleware, et surtout aller sur les applicatifs. Et vous verrez là que les Français et leur génie
montreront qu'on peut créer quelques champions. J'ai eu le privilège d'investir dans une petite boîte qui s'appelle Just Monday et qui, sur tout ce qui est Legal Tech, démontre tous les jours comment on peut créer des champions mondiaux à partir de Paris. On a là, je crois que c'est répertorié par France Digital ou la mission French Tech, plus de 77 sociétés. Et plutôt que vous montrer cette liste à l'après-vert et vous parler des 70 startups AI et des milliards levés, le fait que OpenAI, alors qu'ils ont le choix, choisissent de venir chez nous pour accéder à nos talents et en étant totalement confiants sur l'état stratégique que nous avons été et continuons à être, est une bonne nouvelle. On a aussi cet art consommé, montré par la journée d'aujourd'hui, mais aussi par FIVATech et l'IPEM, de pouvoir créer des sommets qui ont un sens à l'échelle du monde, avec la volonté d'en faire le sommet de l'AI sur l'Europe. C'est le 10-11 février, mettez-le dans vos agendas. Beaucoup de personnes travaillent d'arrache-pied pour essayer de comprendre comment ce pays, de manière globale, pour avoir un leadership. Mais là, au global, on est plutôt bien. Et enfin, je suis heureux quand je peux clamer que Nucleo, qui était en Angleterre, qui me parlait de Oxbridge, Cambridge particulièrement, comme étant l'endroit où il devait aller, et quand Stefano Bueno finalement se rend compte que lorsqu'il cherche cette fameuse piscine où il puisse avoir des déchets nucléaires pour les recycler et faire des small medium réacteurs, en gros, plus rapides, plus simples, avec technologie nouvelle, et finalement il dit haut et clair, haut et fort qu'il va venir en Europe, en France, et qu'il met même son siège social ici, sans parler de l'investissement dont on a déjà parlé, de Microsoft, Optil embauchez-moi en Alsace, de 4 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire tous ensemble? C'est continuer à aller au combat. C'est ce que fait le président et toutes les équipes de Business France. C'est ce déjeuner investor qu'on fait fin septembre. C'est cette aptitude rare qu'a notre président de mettre le top 10 de Wall Street dans une salle pour les rassurer après une dilution peu amène et des élections un petit peu challenging. Et c'est ces médias qui veulent nous écouter, nous, et non pas les autres. Il faut aussi travailler avec nos régions, qui sont là. C'est ce qu'on fait chez Business France lorsque le Grand Est se rend compte qu'il est sous-indexé en termes d'investissement par rapport à Aura et PACA, et qu'il arrive à réunir 80 investisseurs de talent en Italie, et qu'il a de très bons retours au bout de 48 heures. Et c'est ce qu'on fait aussi lorsque les Suédois, qui pourtant outperforment, puisque avec moins de 10 millions d'habitants, ils ont autant de unicorns que nous, décident de venir chez nous, observer notre écosystème, s'en inspirer, parce qu'ils considèrent encore et toujours que sur l'IA notamment, mais aussi sur le quantique particulièrement, on a un vrai leadership à l'échelle d'Europe. Donc ce sont de vraies bonnes nouvelles. Puis les bonnes nouvelles, c'est aussi le fait que des gens auxquels on ne songeait pas en première lecture, les Brésiliens, 6 septembre, 40 d'entre eux viennent à l'Élysée et sont décidés, alors que leur port d'entrée classique est le Portugal ou l'Espagne, à venir à Paris et essayer d'investir sur notre territoire. C'est aussi ce qui s'est passé, c'était vendredi, il y a 7-8 jours, avec une délégation extrêmement conséquente, à la fois d'institutionnels, mais surtout d'entreprises saoudiennes, où vous avez là une société de 30 millions d'habitants qui doit complètement changer dans les 5-10 années, et avec une délégation extrêmement importante que le président de la République amènera à Riyad dès ce lundi pour des contrats concrets. Alors c'est évidemment Aramco qui continue sur une extension d'un contrat avec Total Amiral, je crois c'est le nom du site, et 11 milliards d'investissements, mais il y a aussi plus de 30 ETI PME françaises que Business France va amener sur ce territoire, et je crois qu'il faut le dire. Donc c'est l'idée de continuer à être attractif. Et clairement, ils ne viennent pas chercher notre électricité pas chère ou décarbonée, mais ils ont conscience qu'avec les ressources qu'ils ont, une fois qu'ils ont épuisé l'idée d'aller aux États-Unis, le prochain hard stop, ce n'est pas l'Angleterre alors qu'ils ont la langue, c'est la France. Donc cela doit vous donner du baume au cœur au global. Et c'est aussi, ça a été un vrai eye-opener pour reprendre du franglais, cette France qui est une porte d'entrée avec Ambition Africa, et puis cette réunion qu'on a eue à Techno sur la francophonie, où je n'avais pas compris
qu'aujourd'hui nous avons 250 francophiles qui parlent notre langue, mais que la non-révolution démographique de l'Afrique fait qu'à l'horizon de 2050, ils seront 750. Et j'ai été étonné de voir comment on a pu vendre, entre parenthèses, 180 stands à la CNCF avec une vraie francothèque. Alors, les chiffres sont peut-être pas très importants, mais quand on se projette à 10, 15, 20 ans, on n'est plus dans la France-Afrique, on est dans une relation de pair à pair, où on a sans doute quelques opportunités. C'est ce que, du moins, me racontent les équipes Business France, puisque moi, effectivement, je ne passe pas beaucoup de temps sur ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet d'attractivité, mais c'est un sujet d'export. Donc, au global, pour conclure, je pense qu'on a 10 raisons qui font que la France est et restera attractive. Et je suis heureux de souhaiter la bienvenue à ma chère Agnès Pannier-Runacher. On a des atouts structurels conjugués à des tendances favorables. C'est ce que j'appelle les raisons positives. Je vous l'ai montré. Une situation géographique qui fait qu'on a maintenant, on est positionné comme l'endroit où il faut être, donne un accès privilégié à 450 millions de consommateurs. Une taille de marché domestique qui n'est pas négligeable et qui est en croissance à la différence de celle de nos Allemands. Des infrastructures où on continue à investir. Une main-d'œuvre qualifiée où on ne cesse de grandir dans les classements en ayant compris maintenant un petit peu les règles du jeu. Et puis finalement un arène qui est à 60-70 € sur le mégawatt. Et puis vous avez aussi des avantages concurrentiels uniques, c'est-à-dire qu'il y a quand même, lorsqu'on a une marque comme celle qu'on a tous bâtie ensemble avec Choose France, une sorte de legacy qui fait qu'on a une décennie produit business derrière nous, commencé avec le pacte de responsabilité, mon cher Raymond, en décembre 2014, le soutien de l'État à l'innovation qui n'est pas remis en cause, des talents pour la révolution numérique, avec notamment l'intelligence artificielle, une diplomatie économique qui continue à montrer des contrats, et puis cette opportunité rare, très bien illustrée et cristallisée dans le rapport Draghi, qui fait que si on a loupé l'Internet, on n'a pas tiré parti, ce qui explique ce delta de 83% entre 2000 et 2024 entre les États-Unis et le continent, en s'emparant réellement de la transition écologique de manière industrielle, en termes d'innovation et en se focalisant, on a une chance de pouvoir continuer à être la région exceptionnelle que nous sommes. Donc voilà, je n'ai pas de recette miracle, j'ai le début d'un récit, et je crois qu'avec cela, en ayant l'orgueil, la fierté d'avoir eu des Jeux Olympiques incroyables qui restent gravés dans la mémoire et dans la tête de plus de 3 milliards de personnes qui les ont observés, on doit pouvoir dire « Choose France, again et again ». Merci.